Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous êtes nombreux devant vos écrans. Nous voici le jour J, à quelques minutes de l'heure H. Nous sommes, pour vous présenter la chose, dans les locaux de Pollen, au-dessus de Mende, en Domine Mende, sur quelque chose qui est très nouveau pour nous à Lozère Nouvelle, un plateau télé. Un plateau télé qui regroupe, alors vous avez tous les intervenants ici. Nous avons nos intervenants journalistes, Michel Pétavin, directeur, Patrick Biancone, journaliste. Nous avons la personne qui vous réunit tous ce soir, Jean-Paul Pourquier, le président du Conseil général, qui a bien voulu jouer le jeu de se plier à répondre de façon rapide et directe à tous les internautes qui voudront bien s'adresser à lui. Et puis Solange qui va être un pivot important de cette émission, puisque Solange est votre voix. Solange va vous représenter. Quand sur Cover It Live, c'est-à-dire la petite plateforme que vous avez sous l'écran, s'activera parce que vous y aurez posé des questions, Solange se fera votre voix pour les poser au président. Alors, nous sommes là ici pour un grand moment qui est une première, puisqu'on va parler d'une émission de direct. C'est un moment de démocratie, puisque le Conseil général rentre dans vos habitations, le Conseil général s'invite chez vous, et vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous voulez au président. Et alors, ce grand moment, pour le préparer, il a fallu beaucoup de technologie, beaucoup de savoir-faire, et tout ça, c'est grâce à Lozère Développement. Nous avons avec nous Sébastien Oziol, qui en est le directeur, et qui va vous présenter un peu cette structure qui est Pollen et Lozère Développement. Merci. Donc Lozère Développement est l'agence de développement économique du département, mise en place par le Conseil général. La particularité de cette agence, c'est qu'effectivement, elle anime ce bâtiment, Pollen, le pôle lozérien d'économie numérique, depuis la création, la construction de ce bâtiment en 2004. Alors ce bâtiment, c'est un petit peu ce qui vous a conduit ici. Sa particularité, c'est qu'il est un des premiers bâtiments de Mende à être connecté à la fibre optique. Parce que Pollen est un centre de ressources en technologie numérique pour les entreprises. Alors effectivement, il s'adresse plus particulièrement aux professionnels, aux usages professionnels des technologies numériques. Et en fait, on héberge dans ce bâtiment la télévision. France 3 est ici dans nos locaux puisqu'ils utilisent la fibre optique, et c'est avec plaisir effectivement qu'aujourd'hui on vous aide à expérimenter aussi un nouveau format pour Lozère Nouvelle. Donc l'économie numérique, c'est beaucoup l'économie des médias, donc c'était logique que cette initiative se produise à Pollen aujourd'hui. Pollen, c'est également une pépinière d'entreprises innovantes, donc aux côtés des entreprises du numérique, à côté des entreprises des médias, du multimédia, il y a des entreprises qui innovent dans d'autres domaines technologiques que les technologies numériques. Ça, c'est un autre pan de l'activité de Lozère Développement qui consiste à accompagner les entreprises innovantes. Monsieur Oziol, merci. Alors, j'aurais presque tendance à plagier un grand ancien en disant Monsieur le Président, je vous écris une lettre, mais ce soir, vous ne la lirez pas peut-être, vous la lirez certainement, puisque on est parti, on va se lancer, la démocratie avance, on passe la parole aux internautes. Alors, Michel Pétavin, à vous la parole. Pour rester dans la suite de ce que vous venez de dire, Patrick, je prendrai notre formule. Moi, président, je ferai. Moi, président, je ne ferai pas, puisque le président Jean-Paul Pourquier a initié un nouveau plan stratégique pour la Lozère, donc 2014, 2013, 2020. Ce plan fait suite à des plans précédents qui s'appelaient, donc qui dataient de 2007-2013. Il y a eu avant le 2000-2006 beaucoup de plans. Alors bien sûr, il ne va pas nous dire, Jean-Paul Pourquier, que c'est des plans pour rien. D'abord pour les internautes qui ne connaissent pas forcément la Lozère, mais qui se sont branchés par accident sur notre site 48 Info. Je voudrais préciser que Jean-Paul Pourquier a légèrement dépassé la soixantaine, qu'il est élu depuis 1983, vous me corrigez si je me trompe, en tant que maire du Massegros. En 1988, il a été élu au Conseil général, donc 25 ans qui traîne ses guêtres du côté de la rue de la Rovère à Mende, au siège du Conseil général. Il a été élu président de cette assemblée départementale en 2004, réélu en 2008, réélu en 2011, et vraisemblablement qu'il pense tous les matins être réélu en 2015. Voilà pour la présentation de notre ami Jean-Paul Pourquier. Donc questions directes, réponses directes, rapides, des chiffres, des mots.
on ne va pas refaire le monde pendant 30 minutes, vous comprenez que ce n'est pas possible. Je voudrais simplement, pour ouvrir, disons, cette discussion avec nos internautes, rappeler ce que vous avez écrit dans notre journal sous la signature de Patrick Biancone, trois grands axes dans le cadre de cette opération plan 2013-2020. Les trois axes: assurer des conditions de vie et d'attractivité favorables au maintien de la population. Vous avez écrit également, deuxièmement, promouvoir un développement économique à forte valeur ajoutée. Et le troisièmement, se structurer, travailler ensemble, communiquer, s'engager dans une démarche positive. Excusez-moi, Monsieur le Président, mais ces propos, vous l'avez d'ailleurs vous-même précisé lors d'une interview précédente avec le Cercle des journalistes, c'est des propos qui veulent s'appliquer à Rhône-Alpes, à Aquitaine ou en Bretagne. Bien, mais tout d'abord, merci de m'avoir invité pour cette première réponse en direct aux internautes. Simplement un mot sur la prospective que vous avez évoquée, les plans successifs que vous avez évoqués. Ce n'est pas pour se faire plaisir que nous faisons des plans successifs, c'est simplement parce que je pense qu'en politique, et lorsqu'on dirige un département, il faut faire un peu de prospective pour analyser les situations et se projeter au moins à moyen terme pour dégager un certain nombre de stratégies et pouvoir agir sur ces stratégies. Voilà l'objectif défini. Alors c'est vrai que des axes stratégiques qui sont ressortis de nos discussions, nos réunions, puisque nous avons voulu cette démarche participative la plus large possible. Nous avons beaucoup de réunions qui ont été tenues sur le territoire aujourd'hui. De nombreuses personnes sont venues, ont répondu, présents, et on fait part de 2 propositions. Et à partir de ces propositions, nous avons défini des axes stratégiques tels que vous venez de les dire. Alors c'est vrai que ces axes stratégiques peuvent apparaître comme un manque d'originalité et que pourraient se rapporter à d'autres régions, peut-être pas d'ailleurs à toutes celles que vous avez citées, mais à d'autres régions de la ruralité comme la nôtre, je vous l'accorde, je l'ai dit. Mais je crois que ce qui en fera la différence, ce sont maintenant les mesures et les actions que nous allons décliner pendant le mois de juin, au travers d'une nouvelle série de réunions, qui en feront la singularité et la particularité pour la Lozère. Donc c'est bien dans la définition des actions que nous allons maintenant nous retrouver de façon beaucoup plus singulière et beaucoup plus pointue sur les difficultés du département ou sur les enjeux plutôt du département. Voilà, peut-être une première question avant de retrouver Solange pour des questions qui nous arrivent certainement. Concernant les infrastructures, et un internaute qui a posé il y a quelques minutes une première question qui parle donc des routes départementales dans le sud de la Lozère. Il cite notamment la D20, qui est la route qui va, je crois, du Blémard à Pont-de-Montvert, qui passe par le Mont-Lozère, qui dit que depuis 30 ans, il n'y a pas eu de travaux. Et il se demande donc à quoi sert l'argent qui est collecté dans le département. Il souhaiterait également connaître, Monsieur le Président, combien l'État vous a reversé sur les produits des amendes et quels aménagements ont été réalisés avec en Lozère. Et ça, il trouve, cet internaute, que ça ne se sait pas assez. Alors, d'abord sur les routes départementales, rappelez que le département fait de gros efforts en matière d'investissement sur les routes départementales. C'est entre 12 et 14 millions chaque année d'investissement sur le réseau départemental. Alors, je ne suis pas sûr que... Et il n'y a pas de volonté politique de favoriser plutôt le nord que le sud ou tel axe que tel axe. Nous avons établi des priorités et des itinéraires prioritaires sur lesquels nous travaillons d'abord, et puis des travaux sur l'ensemble pour l'entretien et la maintenance du réseau. Je ne suis pas sûr que l'exemple de la RD20, ça vous parlez, entre le Blémard est un bon exemple, parce que de mémoire, c'est une route sur laquelle nous avons fait pas mal de travaux depuis 2007-2008. Il y a des tranches successives qui se poursuivent jusqu'en 2014. Bon, traversée du Blémard. Peut-être pas la partie Pont-de-Montvert. Alors, peut-être pas la partie Pont-de-Montvert, mais en tout cas, sur l'axe RD20, sur cette partie-là, je peux vous assurer qu'il y a eu des travaux. Bon, alors, deuxième partie, sur les amendes de police. Pour l'année 2012, c'est 350 ou 355 000 euros qui nous ont été reversés, que nous redistribuons, que nous avons redistribués sur 88 ou 90 communes en fonction d'un certain nombre de priorités qui ont été définies sur l'aménagement, sur la sécurité, sur les passages piétons, sur des barrières de sécurité, sur des aménagements de parking. Voilà, tous les aménagements concernant la sécurité sur la route à l'intérieur des agglomérations que nous avons redistribué à 88 communes, si ma mémoire est bonne. Vous savez, Président, au-delà des routes, il y a une préoccupation au niveau du département. C'est que certains ont l'impression que l'ouest du département récupère tous les investissements et au
pas au profit, mais au contraire, justement, avec une partie est du département qui serait laissée pour compte, presque à l'abandon. Bon, vous savez que ce reproche-là revient régulièrement. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Oui, c'est vrai que bon, j'ai l'habitude de ce reproche et de ces questions. Je voudrais d'abord dire qu'il n'y a aucune volonté politique à traiter différemment l'Est et l'Ouest du département. Tous les projets sont soutenus de la même façon, où qu'ils soient, qui se trouvent dans la mesure où ils s'inscrivent dans le cadre de nos programmes. Donc vraiment, aucune volonté politique. Mais je dois reconnaître que l'Est du département a un handicap majeur lié à son enclavement, et notamment l'enclavement physique. Et vous connaissez bien le sujet, c'est la RN 88, et nous nous battons pour que la RN 88 soit construite ou soit aménagée à 2 fois 2 voies. Et à partir de là, je suis convaincu que le développement se fera à l'Est comme à l'Ouest, et nous avons l'expérience de l'Ouest avec la 75, c'est vrai que des projets sont réalisés plus à l'Ouest, mais à cause de la 75 et de ce désenclavement. Donc ce n'est pas, encore une fois, je tiens à être très clair, ce n'est pas une volonté politique, loin de là, au contraire, et nous essayons d'agir, nous sommes en train de travailler pour l'aménagement d'une zone d'activité à Langogne, au Choisinet, avec le syndicat RN 88, donc le département prend en compte tous les projets, qu'ils soient à l'Est ou à l'Ouest, et la volonté, c'est vraiment de faire avancer aussi l'Est du département. Mais, je dis bien, la condition sine qua non et indispensable, c'est l'aménagement de la 88. Donc ça, c'est un sujet, on peut revenir si vous le souhaitez, mais qui est au cœur du débat. Oui, nous allons revenir certainement sur les infrastructures routières, mais une question générique qui revient assez souvent, et c'est vrai que la Lozère a aussi peut-être souffert dans le passé, où vos prédécesseurs, peut-être en remontant le temps, ont quelquefois traité la Lozère plutôt sous un angle plutôt particulier, spécifique. Et on a un internaute qui nous dit que comptez-vous faire pour en finir avec le particularisme lozérien qui dure depuis des décennies et a engendré souvent des complexes et un repli sur soi de la part de la population restant dans le département? Ça voudrait dire qu'encore aujourd'hui, il y aurait des lozériens qui seraient complexés d'habiter et de travailler ici? Oui, c'est vrai qu'il y a un réflexe bien, qui n'est pas que lozérien, un réflexe bien français, qui est toujours l'habitude de se lamenter, de se plaindre, d'estimer qu'on est plus mauvais que les autres, plus mauvais qu'ailleurs. Bon, c'est vrai au niveau national, ça existe universellement, ça existe en Lozère, et c'est vrai que cette catégorie-là existe et sombre un peu dans le misérabilisme permanent. Et en se réfugiant derrière toujours le caractère spécifique et particulier du département. Bon. Alors moi, je me suis toujours refusé à ce genre de discours et essayer de rester toujours optimiste, alors pas un optimisme béat, mais optimiste, en montant au contraire les atouts et les mérites de ces départements qui existent, qui sont là, à nous de les promouvoir, à nous de les utiliser et de créer du développement à partir de ces atouts. Bon, je crois que le département s'y emploie. On accompagne un certain nombre d'initiatives, notamment en matière économique, et peut-être surtout en matière économique. Et la particularité, mettre l'accent dessus, c'est que depuis 2004, depuis que j'ai pris la présidence, le département n'a jamais autant fait en matière économique que ce qu'il le fait aujourd'hui. Jean-Paul Pourquier, une question. Oui, c'est donc une question de Madame Rodier qui demande « Que faites-vous pour les personnes venant de l'intérieur du département et qui ont envie de travailler et de s'investir en Lozère ?» Écoutez, les personnes venant de l'intérieur du département, nous les traitons de la même façon que ce que nous pouvons traiter les gens qui viennent de l'extérieur et que nous accueillons. Nous avons créé une agence de développement économique en 2006. Bon, nous sommes ici au cœur, au sein, dans les bureaux, dans les locaux, qui a pour objectif d'accompagner le développement existant sur le département, les personnes qui veulent créer, se développer et créer de l'activité, de la même façon que celles qui viennent de l'extérieur. Donc nous les accompagnons dans leur projet, dans leur travail, dans le projet donc, de travail et de création d'emplois, mais nous les accompagnons aussi dans tout l'environnement par rapport à ce projet, qu'il soit familial, social, et nous essayons de traiter toutes leurs problématiques, de les accompagner dans toutes ces problématiques. Et je crois que ça fonctionne plutôt bien. Nous avons réussi à créer ici, en 6 ans, un certain nombre d'emplois, plus de 50 ou 60 emplois ont été créés grâce à ces initiatives et grâce justement au portage de ces projets et en essayant d'accompagner ces personnes.
Est-ce que le département souffre du manque d'entreprises de grande taille, des entreprises de 100, 200, 300, pourquoi pas 400 salariés? Ou est-ce qu'au contraire, la Lozère doit se réjouir d'avoir cette image de département préservé où la nature s'épanouit? On sait qu'il est difficile de concilier justement cette nature avec des grandes structures et des grandes entreprises. Écoutez, ce département a été protégé par le fait qu'il n'y a pas eu de développement industriel dans ce département depuis plus de 2 siècles maintenant. Donc voilà. Alors c'est vrai que ce n'est pas un département industriel. Il existe quand même quelques industries qu'il faut citer de pointe. Nous avons ArcelorMittal, nous avons l'industrie agroalimentaire avec Lactalis, groupe Lactalis, donc comme assez gros en transformation de lait de brebis. Nous avons le bois avec un Généralement. Nous avons quand même quelques entreprises industrielles de taille, mais c'est vrai que ce n'est pas un département industriel. Bon. Donc est-ce que l'on doit, c'est pas que l'on ne voudrait pas, et qu'on prendrait bien quelques entreprises de cette taille. Malheureusement aujourd'hui c'est difficile et compliqué. Nous sommes plutôt en train de rechercher à conforter des entreprises de plus petite taille. Alors conforter d'abord celles qui existent et autour des atouts qui existent, et puis d'essayer d'attirer des entreprises moyennes, voilà, de 25-30 emplois, ou même pour 2 emplois. Nous prenons tout ce qui se passe, tout ce qui arrive, tout ce qui se présente. Et c'est l'addition de toutes ces entreprises qui conforte l'activité dans le département. Oui, vous disiez tout à l'heure, c'est compliqué. C'est compliqué, vous voyez la question, c'est peut-être l'infrastructure routière. On se souvient de 1993, du SIAT, la RN 88 2x2 voies. Nous sommes 20 ans après, rien n'a été fait. Vous avez parlé lors d'une émission précédente, vous avez parlé d'une autoroute payante. Concrètement, un chiffre, qu'est-ce que ça donnerait? Alors, d'abord, sur le fond, je vous accorde que le développement est lié d'abord au désenclavement. Donc c'est vrai que s'il n'y a pas de grandes infrastructures, on a du mal à attirer des entreprises, notamment des entreprises de taille moyenne même, alors que nous serions plutôt bien placés au cœur d'un dispositif entre Lyon, Toulouse d'un côté et Clermont et Montpellier de l'autre. Donc un département plutôt bien situé. Mais l'infrastructure n'étant pas à la hauteur, notamment est-ouest, nous avons cette difficulté. Alors moi, c'est vrai que depuis 1993, il ne s'est pas passé grand-chose en termes d'aménagement de cette RN 88, sauf le viaduc de Romardiès pour accorder à la 75, quelques aménagements ponctuels, mais très peu de choses. Donc aujourd'hui, voilà, nous continuons à nous battre et à défendre. Alors avec plusieurs niveaux. Il y a d'abord le niveau immédiat, c'est-à-dire à faire quelques aménagements urgents. Je pense au contournement de Langogne, pour lequel nous battons auprès de l'État pour qu'il prenne en compte. Et puis, il y a l'axe dans sa totalité, en échéance plus ou moins lointaine, dans sa continuité, dans son ensemble. Moi, je suis convaincu que si on attend que cette autoroute soit construite avec les seuls financements d'État, ça ne se fera pas. Jamais. Pour moi, non. Ou alors, dans 50 ans, mais plus longtemps. Bon, ça ne se fera pas, pourquoi? Parce que l'État n'a plus les moyens et qu'on n'est pas prêt, il n'est pas prêt à mon sens, de retrouver les moyens de même pour construire une infrastructure de ce type. Je rappelle simplement qu'entre le puits, ou le contournement du puits et la 75, le coût de la mise en 2x2 voies, c'est 1,7 milliard. Enfin, si vous voyez ce que ça représente. Bon. Donc partant de ce constat, président de syndicat mixte entre Lyon et Toulouse qui regroupe l'ensemble des collectivités de cet axe, nous avons fait faire une étude pour essayer de voir quelle alternative on pourrait trouver au seul financement d'État. Oui, mais est-ce que vous êtes tous d'accord pour Alors, faire une nous ne sommes pas tous d'accord, mais il y a quand même une majorité qui s'est dégagée au sein de cette association pour demander cette étude, commander cette étude, la faire réaliser. Nous avons rendu les résultats, bien sûr, qui démontrent qu'on pourrait aller vers la construction de cette autoroute en concession, c'est-à-dire payée par l'usager. À partir de quelle année? Alors, payée par l'usager, ça veut dire qu'il faut d'abord que l'État accepte le principe de la concession et lance la concession, parce que c'est quand même l'État qui la lance, avec éventuellement une contribution de l'État ou une subvention d'équilibre de l'État pour que ça puisse se réaliser. Bon. L'État nous a demandé d'étudier comment financer sa subvention d'équilibre. On veut dire s'il a les moyens de réaliser la totalité. Nous l'avons fait, nous avons apporté la preuve que c'était possible, en rendant payant des tronçons ou des routes qui ont été construites gratuitement. Je dis bien, c'est un exemple. Je ne veux pas dire que ce sera la 75, ça peut être n'importe quel tronçon non payant aujourd'hui qui serait rendu payant aux concessionnaires.
Ça existe, ça s'est fait du côté de Bordeaux et ça vient de se faire. Donc c'est possible. Bon, à partir de là, si l'État veut bien passer en concession, on engage un processus qui prendra un certain temps, mais qui sera beaucoup plus rapide que c'est le financement d'État. Alors peut-être ça prendra 10 ans, ça prendra 15 ans pour la réalisation, mais on serait certain que dans 10-15 ans, ce sera fait. Vous comprenez? Voilà, c'est ça la différence. Ça veut dire, pour resituer dans le temps, ça veut dire que si aujourd'hui vous enclenchez la procédure, les études et la procédure, ça veut dire qu'on peut espérer avoir une 2 fois de voie qui traverse le département. À 15 ans, je pense qu'on peut, c'est tout à fait, c'est assez crédible. Oui. C'est une bonne nouvelle ce soir. Ah non, mais c'est une bonne nouvelle. Non, oui et non. Oui, oui, si je suis entendu, mais pour le moment, je ne l'ai pas été. Ah. Alors c'est vrai que l'État, Et qui bloque? pour le moment, l'ancien gouvernement avait dit oui, c'est bien, intéressant, mais il fallait cofinancer sa participation. Je dois rencontrer prochainement le nouveau ministre, puisqu'on a changé de majorité, donc je vais aussi lui présenter le projet, à lui de dire si ça l'intéresse ou non. Qui bloque? Aujourd'hui, essentiellement, ça a été un blocage de l'administration de l'État, qui se voit dessaisie du projet. Et pour le moment, c'était plutôt un problème de l'administration de l'État qui se refuse à passer une concession, même parce que le politique a bien compris qu'il n'y avait pas d'argent et que donc il fallait bien trouver des solutions. Tous les politiques ne sont pas d'accord non plus, bien sûr. Oui, mais vos collègues de l'Aveyron et de la Haute-Loire sont tout à fait d'accord? Alors mes collègues de la Haute-Loire sont d'accord, puisque pour eux, pour le moment, si on rendait payant uniquement du contournement du puits jusqu'à la 75, ça, pour le moment, ils sont d'accord. Bon. Mais si on imagine qu'il y ait des tronçons déjà construits qui redeviennent payants, là, ça va poser des questions de savoir si on accepte de rendre payant ce qui a déjà été fait. Je vous parle par exemple le puits Saint-Étienne. Bon, ok. Si c'est accepté, après c'est une question de solidarité. Mais je veux dire simplement par là qu'il y a des solutions. Il faut avoir la volonté d'aller jusqu'au bout de ces logiques. Si tous les trois vous êtes d'accord pour payer, d'ici 10-15 ans, on a une 2 fois de voie de Lyon à Toulouse. Solange. J'ai une question sur un autre thème. Là, on parle d'enseignement. Françoise demande si vous pouvez lui dire si le Conseil général va céder l'école Michel del Castillo à la mairie de Mende et à quelles conditions? Alors ça fait partie des sujets sur lesquels nous discutons avec la mairie de Mende, puisqu'il n'y a pas vraiment de logique à ce que le département s'occupe d'une école primaire, puisque c'est la compétence des communes, et donc tout naturellement, c'est vrai que c'était l'école d'application de l'UFM. C'est à ce titre que nous nous occupons de l'école Castillo. Mais nous sommes en discussion avec la mairie de Mende pour justement lui céder cette école, et donc nous sommes en train de discuter des modalités dans lesquelles nous pourrions céder l'école à la mairie de Mende, qui en prendrait les compétences et les attributions, ce qui me paraît assez logique et assez normal. Et toujours dans l'enseignement, mais cette fois-ci dans l'enseignement supérieur, j'ai une question de Monique Commandré qui demande comment rendre cohérent l'offre de formation avec autant d'interlocuteurs qu'on rencontre aujourd'hui et qui ont réussi en quelque sorte à relever le défi d'université à la campagne. Alors c'est vrai qu'en matière d'enseignement et notamment d'enseignement supérieur, bon, il existe, mais il est assez limité. Nous soutenons quand même l'enseignement supérieur dans ce département, et là nous ne sommes pas du tout dans nos compétences, mais nous y consacrons beaucoup d'argent et donc des enveloppes non négligeables. C'est entre 130 et 200 000 euros par an que nous consacrons au soutien de l'université à Mende, l'IUP, à Mende et à Saint-Chély d'ailleurs. Et puis sur les formations, nous ne sommes pas là dans nos compétences. C'est vrai que il existe beaucoup de formations et que les gens se perdent un peu dans tous ces dispositifs et le nombre d'organismes en capacité à charge de former. D'ailleurs, je suis sûr que personne ne sait exactement combien il y en a et qui fait quoi. C'est un peu la difficulté. Je pense que ça mériterait d'être clarifié. Mais je crois aussi qu'il faut absolument continuer à développer l'enseignement supérieur dans ce département si l'on veut garder davantage de jeunes parce qu'ils ont envie de rester au pays. Il y en a beaucoup qui ont envie, mais malheureusement, on ne peut pas leur offrir. Mais je vous rappelle que nous soutenons ce qui existe et nous encouragerons toutes les initiatives. Quand on parle d'enseignement et de l'IUP, on pense à ces étudiants chinois. Bon, il suffit de se balader dans Mende pour les voir. Et donc ces étudiants chinois sont là parce qu'il y a eu des accords avec la province du Guizhou. Mais on a l'impression quand même que les relations avec cette province chinoise qui devait déboucher sur beaucoup d'autres domaines est un peu au point mort, pour ne pas dire totalement au point mort.
malgré des visites plus ou moins rapprochées d'élus lozériens en Chine et d'élus chinois dans notre département. Alors, c'est vrai que les étudiants chinois-romandes, c'est le résultat d'un partenariat, d'un échange que nous avons lié avec la province de Guizhou en Chine. Bon. Alors nous sommes dans deux mondes, deux cultures différentes, et c'est pas simple d'établir des relations partenariales et d'aller dans le concret. Bon, nous l'avons fait en termes d'échange d'étudiants. Ça fonctionne plutôt bien. Alors, ça fonctionne peut-être mieux d'ailleurs dans le sens Chine-France que France-Chine, mais ça fonctionne quand même. Bon, ça existe, première chose. Sur le tourisme, on a essayé d'établir un partenariat sur le tourisme. Il y a quelques balbutiements. On connaît qu'on n'a pas été aussi loin, aussi vite qu'on le voudrait. Mais ça tient aux modalités de voyage et de vacances de la Chine. Sur le domaine de l'agriculture, c'est pareil. On n'a pas réussi à aboutir parce que ils recherchent, ce qu'ils recherchent en matière d'agriculture, c'est plus sur le sanitaire et ce qu'on peut leur amener, mais eux ne peuvent pas nous amener grand-chose. Donc voilà, c'est simplement lié à la complexité et à la différence de culture entre les deux pays qui font que ces partenariats sont difficiles à avancer. Mais on poursuit, je suis sûr qu'on trouvera à contractualiser sur un certain nombre de choses. C'est pour ça que nous continuons sur ce partenariat. Et une autre question par rapport à l'enseignement supérieur. Alors c'est une question de Gilles qui demande quels arguments pourriez-vous faire valoir pour le développement de la recherche en Lozère et pour le soutien des enseignants-chercheurs déjà en poste sur le territoire? Alors moi je pense que j'ai évoqué souvent ça, la recherche, voilà un domaine sur lequel nous pourrions, je pense, trouver du développement. Et je pensais notamment par rapport à notre matière première qui est le bois et à l'industrie du bois que nous avons sur ce département. J'ai souvent proposé qu'on essaie d'établir ici une cellule de recherche sur ce bois pour aller de la première transformation vers des deuxième et troisième transformations qui amèneraient plus de valeur ajoutée sur le département et aux entreprises qui travaillent dans ce secteur. Donc il faut, là aussi, on avait évoqué ça en 2007-2013, ça n'a pas abouti. C'est quelque chose qu'on va reprendre parce que je suis convaincu qu'il faut vraiment, si on veut développer ce secteur du bois lozérien. Nous avons été voir ce qui se passait au Québec, qui avait cette même problématique, avec une désertification du nord du Québec dans les années 60-70, et qui a compris, effectivement, qu'il fallait s'adapter et a créé de la recherche et de la recherche appliquée sur le territoire. Et je peux vous dire que ça a bien fonctionné, que ça fonctionne bien, que ça a porté ses fruits et que ça crée des emplois. Donc, fort de cet exemple, je pense qu'on doit pouvoir le transposer ici à Lozère. Ok. Venons-en au tourisme. Les années 70-80, ce fut l'explosion du tourisme à Lozère, en cultivant l'espace vert, la Lozère Maher, etc., etc. On a le sentiment aujourd'hui que le tourisme est en panne. Est-ce que c'est parce que le Conseil général n'y met pas assez d'argent? Est-ce que parce que manque d'imagination ou est-ce que parce que forcément la Lozère aujourd'hui n'attire plus ou moins bien qu'avant? Non, je pense que ce n'est pas parce que le tourisme est en panne et parce que la Lozère ne fait pas ce qu'il faut. Il faut rappeler qu'à les années 60-70, 70, même 80, oui, nous étions un peu novateurs, un peu les seuls, les pionniers en tout cas en matière de tourisme vert et que les choses étaient plus faciles. Bon, aujourd'hui, la concurrence est rude. Beaucoup de territoires se sont mis à développer le tourisme vert dans leur département, dans leur territoire, et que donc la concurrence est là. Il faut toujours être en avant, toujours être les meilleurs et proposer une offre de qualité et de plus en plus pour attirer et convaincre les gens qu'ils seront mieux en Lozère que ce qu'ils pourraient être ailleurs. Concrètement, cette offre de qualité passe par quoi? Alors, offre de qualité passe par d'abord un hébergement de qualité, donc hôtellerie de plein air, mais aussi gîte, chambre d'hôte. Oui, mais là aussi, concrètement, est-ce qu'il y a suffisamment de sites d'accueil, d'hébergement? Alors, oui, il y a une capacité d'accueil, mais qui n'est pas toujours du bon niveau. Ceux qui s'en tirent le mieux aujourd'hui, c'est ceux qui sont en haut de l'échelle. Ce sont les hauts de gamme. Donc, bien sûr, mais nous avons besoin de rénover la quasi-totalité des villages vacances dans ce département. Bon, nous nous y employons, nous mettons des financements conséquents au département. Combien? J'ai demandé, on met 600 000 € par an pour rénover, 600 000 € par an pour la construction d'un village neuf. Nous avons demandé à l'État de venir. Il l'a fait sur les rénovations. Nous demandons à la région de venir également pour cofinancer ces installations. Nous finançons l'hôtellerie, la modernisation de l'hôtellerie. Nous finançons l'hôtellerie de plein air. Voilà. Donc le département ne s'est pas désengagé, au contraire, nous consacrons peut-être plus d'argent qu'avant, plus. Mais
le niveau, la qualité a baissé, et donc nous sommes obligés de faire beaucoup plus d'efforts. Et puis, d'assurer la promotion. Et c'est pour ça que nous avons lancé une opération de communication. Et qu'on est un peu là aujourd'hui. Une question. C'est même 2 questions par le collectif Terre de Père. Alors, qui demande, vous avez déjà répondu en partie, car il demande quelle stratégie et quels moyens le département compte-t-il mettre en œuvre et à quelle échéance pour valoriser durablement et qualitativement le capital touristique de la Lozère. Mais il demande aussi, considérez-vous comme indispensable la complémentarité entre les activités de tourisme, agriculture, artisanat et services? Et si oui, quel est votre plan d'action pour développer et renforcer ces liens? Alors, d'abord, je pense que sur la deuxième partie de la question, oui, d'abord, nous assurons, bien sûr, territoire, nous souhaitons préserver ce patrimoine parce que l'essentiel de l'attrait de ce département, ce sont ses espaces protégés, sa nature protégée. C'est un enjeu, c'est un atout et un enjeu majeur. Donc nous devons tout faire pour protéger cet espace et nous y employons au travers, pareil, de différentes aides en matière d'environnement et d'aide au maintien de l'environnement et aussi dans le développement durable. Alors sur la deuxième partie de la question concernant est-ce qu'il est indispensable d'associer tourisme, agriculture, artisanat, bon. Indispensable, ça voudrait dire que l'un ne peut pas aller sans l'autre. C'est pas comme ça que je le sens. C'est pas, on ne peut pas employer peut-être le terme indispensable, mais qu'est-ce qu'il est important et très important? Oui, sûrement. Il est très important d'associer agriculture, environnement et artisanat, tourisme. Artisanat, tourisme et agriculture, tourisme, bien sûr. Et nous essayons de faire partout. Alors je crois que ce qui était peut-être pavé il y a 20 ans, 30 ans, aujourd'hui les agriculteurs ont compris qu'il y avait un intérêt majeur à concilier agriculture et tourisme. Et d'ailleurs, on voit bien, si le tourisme vert s'est développé, c'est parce qu'il y a eu une prise de conscience sur ce sujet. Et je dirais que l'artisanat, pareil. Donc nous devons promouvoir à la fois les espaces, la nature, les espaces, l'accueil, mais aussi les produits. Et donc c'est un tout, les produits de qualité, mais les produits artisanaux, la fabrication, le savoir-faire lozérien. Et quand on fait de la promotion touristique, il faut aujourd'hui avoir des produits qui associent espace, agriculture, artisanat. Et par là, donc, les produits tels que je viens de les définir. C'est tout le sens de notre démarche. Et nous allons l'appliquer plus particulièrement sur la partie inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui sont les Causses et les Cévennes, où là, il y a un enjeu majeur à préserver le patrimoine et au travers de l'agropastoralisme. Donc nous allons, pas que sur ce secteur, mais ce sera, je crois, un bel exemple, une belle opportunité de démontrer les actions que nous allons mettre en place sur cette partie du territoire. Le tourisme, c'est aussi cette campagne publicitaire sur France Télévisions pour un coût de 600 000 €. Alors, vous le savez très bien, certains montent au créneau une telle somme en période de crise qui pourrait être affectée dans d'autres domaines. Un internaute nous dit même on n'aura peut-être pas d'hélicoptère cet été, donc ce qui veut dire une personne qui a un infarctus aura très peu de chances de survie s'il n'y a pas cet hélicoptère. Donc voilà, 600 000 €, vous comprenez, bon, on met toujours un rapport. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces gens qui sont un peu choqués, il faut le dire? Alors déjà, je disais tout à l'heure, pour attirer, il faut faire la promotion, il faut faire savoir, il faut reconnaître, il faut envoyer un message, une image, hein, pour que les gens aient envie de venir pour s'y installer, mais aussi pour faire du tourisme. Donc c'est tout l'objet de la campagne publicitaire que nous avons mise sur pied. Et moi, je comprends que dans des moments difficiles, de crise comme nous vivons, il faut être un peu ambitieux, audacieux, et que c'est justement dans ce moment-là qu'il faut faire des efforts. Et c'est pour cela que nous avons décidé, c'est vrai, d'y consacrer une somme non négligeable. Cette opération est en cours sur les grandes chaînes nationales, mais aussi sur les chaînes câblées, et puis sur le site internet, au travers d'une campagne sur le thème, sous la marque Lozère Nouvelle Vie. Bon, avec l'objectif d'attirer, de donner envie aux gens de venir voir pour un séjour touristique, mais aussi pour s'installer, puisque c'est une communication plus transversale. Alors certains peuvent trouver, comme vous le dites, que c'est cher, que c'est trop cher. Les comparaisons ne sont pas toujours judicieuses, parce qu'on peut comparer, vous dire oui, on ne pourra plus payer l'hélicoptère, oui, on ne pourra pas faire tel bout de route, oui, on ne va pas faire tel quoi, tout est bon. Enfin bon, je veux dire, moi je ne trouve pas ça très judicieux, et ce n'est pas comme cela que je travaille. J'estime qu'il y a un enjeu majeur, il y a un intérêt majeur à faire, donc on y consacre la somme qu'il faut pour le faire, et c'était le minimum qu'on puisse faire pour avoir une campagne un peu efficace. Alors,
c'est pas parce qu'on a financé 600 000 € sur une campagne publicitaire qu'on aura plus ou moins l'hélicoptère. D'abord, est-ce qu'on aura dans cet hélicoptère? D'abord, voilà, est-ce qu'on aura l'hélicoptère? A priori, oui. Je rappellerai que là, c'est une compétence d'État, puisque c'est la sécurité des personnes, donc c'est pas à nous d'assurer. Nous avons pallié à ce dispositif d'État pendant des années en finançant un hélicoptère entre la région et le département pendant 4 mois. L'État s'est finalement décidé à nous mettre un hélicoptère depuis 2 ans maintenant ou 3 ans, mais c'est 2 mois, 3 mois, 2 mois, vraisemblablement 2 mois cette année, seulement, j'allais dire, seulement. Donc c'est peu, c'est mieux que rien, mais c'est peu. Et nous sommes quand même obligés de financer l'environnement de l'hélicoptère, c'est-à-dire l'équipement et tout l'environnement des personnels qui équipent l'hélicoptère. Donc vous voyez que nous, là encore une fois, nous finançons des projets ou des sujets qui ne sont pas dans nos compétences. On ne peut pas quitter ce débat sans aborder le sujet de l'éolienne, parce que là aussi on a été inondé de questions sur ce sujet. Bon, le Conseil général, par un vote solennel, a refusé l'éolien, mais pourtant on entend ici et là, et même on peut le lire dans nos pages locales, chaque semaine dans la Lausanne Nouvelle, que tel ou tel promoteur fait toujours des essais, a toujours des projets, alors on va implanter 10 là, 15 là, 20 là. Est-ce que vous allez pouvoir résister longtemps à ces pressions des grands groupes? Et puis aussi, je me souviens, quand le préfet de région lui-même est venu à Mende, il a dit clairement, la Lozère devra participer à l'effort éolien qui aura lieu en Languedoc-Roussillon. Donc là aussi, est-ce que vous allez pouvoir résister à l'État? Alors d'abord, rappelez que la Lozère participe déjà fortement aux énergies, à la production des énergies renouvelables. Bon, donc on ne peut pas nous faire ce grief, même si le préfet de région prétend qu'il faudrait en faire un peu plus. Deuxièmement, sur la délibération que nous avons prise et ce qu'elle peut représenter, d'abord nous avons été saisis pour avis sur un plan climat-énergie régional. Bon, donc c'est qu'un avis. Monsieur le Président, assez rapidement. Oui. Alors non, mais c'est pour dire que cette délibération n'est pas opposable et ne vaut pas loi. Donc la loi, les permis de construire, c'est le préfet qui les délivre. Donc il a maintenant, quand il délivre un permis de construire, cet argument ou cet élément supplémentaire qui est une délibération du Conseil général qui s'est prononcé à la majorité contre tout développement éolien dans la Lozère. Donc ce n'est pas de nature à tout interdire, mais c'est quand même un élément fort qui doit compter et qui va compter dans les prises de décision du préfet. Vous êtes en train de nous dire quand même que c'est une délibération qui ne sert à rien. Non, justement, ce n'est pas une délibération qui ne sert à rien, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ce n'est pas opposable. Je dis simplement qu'il ne peut pas dire, vu la délibération du Conseil général, je m'oppose à tout. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas opposable. Donc ce n'est pas fait pour ça. Mais quand même, délibération du Conseil général, à la majorité. Il est bien obligé dans ses avis d'en tenir compte. Donc je ne sais pas ce qu'il en fera. C'est vrai qu'il y a des projets, il y a des porteurs de projets, des communes qui ont envie, et puis il y a des opérateurs qui ont envie de réaliser. Mais je pense que ce sera de nature à freiner considérablement les permis de construire qui seront délivrés dans le temps. Ok, Jean-Paul Pourquier, on prend une dernière question. Alors, c'est une question de G. Grune qui demande « Qu'en est-il de la suppression du département ?» et votre avis sur la question. Alors, pour le moment, c'est plus d'actualité. Il y a eu plusieurs fois ce débat. La réforme territoriale qui nous est proposée aujourd'hui prévoit le maintien de la région et du département, avec pour le département un redécoupage des cantons, puisque nous passerions de 25 à 13 cantons, avec 2 élus par canton, un homme et une femme, et leurs suppléants. Donc ça, c'est la grande nouveauté, la grande modification, mais le département n'est pas menacé en tant que tel et va rester. Ce qui va compter, c'est quelles compétences on va lui laisser et quels moyens on va lui laisser surtout. C'est ça l'enjeu pour lequel nous nous battons à l'ADF, à l'Assemblée des départements de France, pour essayer de faire passer ce message et faire entendre donc aux législateurs l'intérêt qu'il y a à garder cet échelon départemental, collectivité de proximité, qui a fait ses preuves, qui a largement contribué au développement et notamment au développement économique. Et donc, moi, simplement, je ne crains plus pour la disparition du département. Je crains, dans la nouvelle mouture et la nouvelle loi qui est proposée, qu'on ait des collectivités départementales où l'urbain sera surreprésenté par rapport au rural.
Et ça, c'est vrai que ce sera la nouvelle donne des départements à venir. Donc, visiblement, vous ne craignez rien. Est-ce que vous ne craignez pas non plus la diminution du nombre de cantons? Je ne sais pas que j'ai à la craindre, elle est imposée par la loi. Donc, 13 que je la craigne ou non. 13 cantons, ça ne vous fait pas peur? Mais c'est le fait, c'est la loi qui nous l'impose. Oui, mais alors, 13 cantons, ça vous fait pas peur? Non, ce n'est pas le fait qu'il y ait 13 cantons. Mais politiquement parlant? Alors ça, politiquement, on verra. Vous savez, chacun peut essayer de faire son découpage à sa façon et patouiller à sa façon avec un intérêt ou une vision politique des choses. Par expérience, ça s'est souvent retourné contre ceux qui l'ont fait. Donc il faut faire attention et être très prudent. Donc je dis à ceux qui le feront, puisque ce n'est pas nous qui allons le faire, soyez quand même prudents sur ce sujet. Je pense qu'il faut tenir compte de bassins de vie, d'intérêts communs, de la population, puisque ce sera basé, le redécoupage sera sur la population, sauf que je viens de le dire, on va aboutir. C'est pas que, de toute façon, que j'ai peur ou non, c'est pas ça le problème, c'est fait, c'est imposé. Simplement. Vous aurez bien compris, peur pour votre siège. Ah, bon, ça, vous savez, ça fait déjà, vous avez rappelé quand même, plus de 10 ans maintenant, bientôt que j'y suis, donc on verra. Écoutez, ça, c'est les électeurs qui trancheront, qui décideront. Mais non, pas plus d'ailleurs avec 13 qu'avec 25. Je pense que ce qui me craint un peu, ce qui me gêne un peu dans ce découpage, c'est qu'on aura une surreprésentation de l'urbain par rapport au rural. Et même ici, c'est moins vrai que dans notre département, on aura une concentration plus forte de conseillers généraux autour des pôles comme Mende, Séchelly, Marvejols, Langogne et Florac. Et puis des cantons très vastes et très grands où on va regrouper 3 voire 4 cantons pour arriver à la population de 5000 habitants. C'est ça l'enjeu, sauf que quand ça peut vous paraître comme ça tout à fait simple et anodin. Mais en réalité, ces gens-là, ils n'auront pas les mêmes problématiques à défendre à l'Assemblée départementale. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Quand vous êtes dans l'urbain, prenez qu'Amende, les équipements, les transports, les voiries communales et bien d'autres sujets, c'est fait, c'est réglé. Alors que quand vous serez dans ces territoires ruraux, ces gens-là, ils auront ces problématiques et les maires sur le dos tous les matins pour leur les rappeler à l'ordre. On va avoir des débats très compliqués, très difficiles, et si la représentation est plus urbaine que rurale, eh bien ça se fera encore au détriment de la ruralité. Moi, c'est ce que je reproche à ce texte. Ah, une dernière question, toute dernière. Oui, excusez-moi. Donc ça reste sur le même thème. C'est GB qui demande qu'en est-il de l'effritement du département, notamment pour les communes limitrophes des départements du Gard ou de l'Aveyron. Donc comment conserver les services du département dans ces communes ayant adhéré à des CDC hors département? Alors pour le moment, d'ailleurs, il n'y en a qu'une commune qui a quitté le département, puisque c'est la commune de Vialas qui s'est raccrochée à une communauté du Gard. Pour le moment, il n'y en a pas d'autres. Et à ma connaissance, il n'y en a pas d'autres qui en aient fait la demande. Bon. Moi d'ailleurs, je souhaite qu'on raisonne d'abord à l'échelle départementale, ou alors faudrait-il qu'il y ait eu réciprocité. Et malheureusement, entre le Gard et la Lozère, il aurait pu y avoir réciprocité pour d'autres secteurs, d'autres cantons. Ça ne s'est pas fait. Bon, c'est dommage. Bon. Donc moi, je regrette que ce soit passé comme ça. Et c'est vrai que ça pose des problèmes après en termes d'organisation, de maintien des services, de financement sur ces secteurs où vous allez avoir une commune qui est toujours dans le département, mais qui est raccrochée à une collectivité, une communauté de communes d'un autre département, qui a des compétences, qui doit les assumer avec des financements propres. Donc est-ce que nous devrons continuer à les financer ou non? Ça, c'est toute la grande question qui va se poser. Pour conclure, une dernière question plus politique. Vous étiez RPR, vous êtes UMP, vous avez toujours votre carte? Oui, bien sûr. Toujours malgré le bazar qu'il y a au niveau national. C'est vrai que... Qu'en pensez-vous? C'est vrai que... Vous pensez que l'UMP peut exister encore? Oui, l'UMP va exister, continuera d'exister. Bon, il y a quelques tensions et quelques divergences de vues aujourd'hui. Vous savez, j'en ai tellement vu en 30 ans, 35 ans, en tant qu'adhérent au RPR puis à l'UMP, que les choses finissent toujours par se régler. Bon, aujourd'hui, il y a des différences de vues et d'approche par rapport aux échéances nationales à venir et aussi aux grands enjeux. Bon, je crois que tout ça, ça va se régler, ça se réglera par rapport aux échéances à venir et vous verrez, tout le monde arrivera un jour à se mettre d'accord. Jean-Paul Pourquier, merci d'avoir participé à ces 40 minutes. Dernier mot pour Patrick. Alors, nous voici donc arrivés au terme de la toute première émission radio diffusée par Lozère Nouvelle. Alors, c'était une grande première, donc je vous remercie tous et toutes d'avoir participé en nombre, d'avoir écouté. Donc, c'est que la parole du président est passée, les questions étaient là. Nous nous excusons
auprès de ceux qui auront été légèrement tronqués ou mis dans un lot de questions, parce que nous n'avions qu'un temps défini, mais vu la pertinence et vu l'intérêt que nous avons généré, je pense que nous serons amenés, avec Lozère Nouvelle sur 48 Infos, à reproduire ce type d'émission. Alors, simplement une dernière chose au Président. Moi, personnellement, j'ai été surpris de ne pas avoir de questions ni syndicalistes, ni du monde agricole. Qu'en est-il? Vous faites donc le consensus de ce côté-là? Je ne sais pas. En tout cas, je trouve que c'est une émission tout à fait intéressante, me semble-t-il, a beaucoup d'intérêt pour les internautes et les Lozériennes et les Lozériens. Donc moi, je suis prêt à me plier de nouveau à ce jeu de questions-réponses. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de thèmes que nous n'avons pas traités, mais, vous l'avez rappelé, en 30 ou 40 minutes, on ne peut pas traiter de tout, et que sûrement qu'il y a des gens qui avaient encore envie de poser des questions, et peut-être d'autres sujets. C'est vrai que l'agriculture, qui est quand même des piliers de notre économie, il n'y a pas eu de questions sur l'agriculture. Donc ce sera pour une prochaine émission. Merci pour tous ceux à qui vous avez répondu. Merci pour votre invitation.